Elles se dressent au carrefour des vents, dans le silence des vallées brumeuses et sur les sommets des collines face à l'éternité. Des géants de pierre, des gardiens silencieux qui ont survécu à des millénaires, à des empires et à des civilisations. On les appelle mégalithes, grandes pierres, mais ce nom, aride et scientifique, ne rend pas compte de la crainte révérencieuse qui saisit quiconque s'en approche. Ce ne sont pas que des pierres, ce sont un message. Une énigme gravée dans le granit et le grès, léguée par des ancêtres dont les noms et les langues sont à jamais perdus dans les méandres du temps. Imaginez un monde sans métal, sans la roue telle que nous la connaissons, sans écriture pour préserver la pensée à travers les siècles. Un monde où la vie humaine était brève et soumise au cruel rythme de la nature. Et dans ce monde, à l'aube de la civilisation humaine, nos ancêtres ont tourné leur regard non seulement vers la terre qui les nourrissait et le ciel qui les éclairait, mais vers l'éternité elle-même. Ils ont décidé de créer quelque chose qui leur survivrait, ainsi qu'à leurs enfants et aux générations futures. Quelque chose d'aussi durable que les montagnes elles-mêmes. Des rivages brumeux d'Irlande et de Grande-Bretagne, où des menhirs solitaires perçant le ciel gris et où des cercles semblables à Stonehenge contemplent le balai du soleil et de la lune, aux champs infinis de Karnak, en France, où des milliers de pierres bordent d'interminables allées mystérieuses, des temples baignés de soleil de Malte, les plus anciennes structures autoportantes de la planète, aux austères dolmens du Caucase, semblables à des demeures de géants, ce vaste réseau silencieux s'étend à travers l'Eurasie, de l'Atlantique à la Corée. C'est comme si une culture inconnue, affranchie des frontières, avait laissé son empreinte sur la surface de la Terre. Qui étaient ces gens ? Nous avons l'habitude d'imaginer les humains préhistoriques comme des chasseurs primitifs luttant pour leur survie. Mais les mégalithes racontent une toute autre histoire, celle d'une société capable d'une organisation incroyable, de calculs d'ingénierie complexes et d'un travail collectif titanesque. Déplacer un bloc de plusieurs tonnes sur des dizaines de kilomètres à l'aide de simples leviers et rouleaux en bois, et de la force musculaire de centaines de personnes. Travailler cette pierre inflexible avec des outils primitifs, la façonner et la placer avec une précision étonnante en s'orientant grâce aux étoiles. Cela exigeait non seulement de la force, mais aussi un savoir profond, une foi partagée et une volonté hors du commun. Ce fut le premier grand projet de l'histoire de l'humanité. Mais la question principale qui résonne entre ces pierres antiques demeure sans réponse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé des générations entières à consacrer leur vie à ce travail inimaginable ? Nous n'avons ni texte, ni chronique, ni annales. Leur seul langage est la pierre. Et nous, leurs lointains descendants, tentons de déchiffrer cette écriture de pierre. S'agissait-il de temples à ciel ouvert, où se déroulaient des rituels en l'honneur des dieux, de la terre et du ciel? De lieux de pouvoir, où d'anciens chamans communiquaient avec le monde des esprits, ou peut-être étaient-ce les premiers observatoires, des instruments astronomiques complexes leur permettant de prédire le changement des saisons et les éclipses solaires et lunaires, des calendriers gravés dans le paysage dont dépendaient les récoltes et la survie même de la tribu. Ou peut-être la réponse se trouve-t-elle plus profondément dans l'attitude même de l'homme antique face à la mort et à l'au-delà. Nombre de mégalithes, notamment les dolmens et les tumulus, sont des tombeaux, demeures éternelles pour des chefs, des prêtres ou des clans entiers. Des monuments destinés à assurer la vie éternelle aux défunts et à souligner le lien indissoluble entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Ou était-ce à la fois plus simple et plus complexe?
peut-être chaque pierre géante était-elle un symbole de pouvoir, une affirmation de droit sur cette terre. Une déclaration d'une tribu à une autre. Nous sommes là, nous sommes forts, nous pouvons déplacer des montagnes. Ceci est notre territoire. Un symbole de l'unité et de la puissance d'une communauté capable de mobiliser d'immenses ressources pour un grand objectif commun. L'archéologie moderne, en explorant toujours plus loin le passé, ne fait que soulever de nouvelles questions. La découverte de Göbekli Tepe, dans la Turquie actuelle, a révolutionné notre compréhension. Ce complexe construit il y a plus de 11 000 ans, avant l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, prouve que le désir de construction monumentale, de création d'espaces sacrés, fut l'un des moteurs de la civilisation elle-même. Ce n'est pas l'agriculture qui a donné naissance aux temples, mais peut-être la nécessité de les construire qui a contraint les peuples à s'unir, à se sédentariser et à créer de nouvelles formes de société. Ces pierres sont bien plus que de simples témoins du passé. Elles stimulent notre imagination. Elles nous invitent à réfléchir à ce qui nous anime, le désir de transcender notre propre mortalité, de laisser une trace, de tendre vers les étoiles et de contempler l'éternité. Elles sont silencieuses, mais leur silence est chargé de sens. C'est le silence de milliers de personnes, de leur sueur et de leur sang, de leurs espoirs et de leurs craintes, de leur foi et de leur savoir. Pour les comprendre, il nous faut nous défaire de notre arrogance moderne et apprendre à écouter ce silence, sentir comment la pierre froide conserve la chaleur des mains qui l'ont touchée il y a 6 000 ans, voir dans les lignes des pierres le reflet du ciel étoilé tel qu'il était au néolithique. Nous entreprenons un voyage au cœur même de l'âge de pierre, dans un monde où l'on pensait non pas en années, mais en siècles, et où l'on construisait pour l'éternité. Voici l'histoire du premier grand dessin de l'humanité, figé dans la pierre, l'histoire d'un mystère que nous n'avons pas encore percé. Imaginez un monde émergeant tout juste de l'emprise des glaciers. Il y a 12 000 ans, l'humanité ne maîtrisait pas encore la roue, le tour de potier, ni l'écriture. Nos ancêtres étaient de petits groupes dispersés de chasseurs-cueilleurs, errant sur de vastes étendues en quête de nourriture. Ils vivaient en harmonie avec la nature, mais aussi dans une crainte constante d'elle. Leur monde était un monde d'esprits, d'animaux sauvages et d'éléments capricieux. Les manuels d'histoire ont longtemps dépeint cette période comme un prélude primitif aux grandes civilisations qui n'émergeraient que des millénaires plus tard. On croyait que ce n'est qu'avec l'invention de l'agriculture que les hommes purent se sédentariser, constituer des réserves alimentaires et, seulement alors, le ventre plein, contempler les dieux, l'art et l'architecture monumentale. Mais sur une colline aride du sud-est de la Turquie actuelle, au cœur des plaines brûlées par le soleil d'Anatolie, la terre recelait un secret capable de réécrire les origines mêmes de l'humanité. Les habitants l'appelaient Göbekli Tepe, la colline au ventre. Pendant des décennies, on la considéra comme un simple cimetière médiéval abandonné. Mais en 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt, en contemplant ces terres, y vit tout autre chose. Il reconnut dans les pierres qui émergèrent du sol, non pas des pierres tombales, mais les vestiges d'un monde bien plus ancien et insondable. Les découvertes archéologiques ont bouleversé le monde scientifique. Sous des millénaires de poussière et d'oubli, des géants ont émergé. Des dizaines de colonnes massives en calcaire, en forme de T, atteignant 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 20 tonnes, étaient disposées en cercles concentriques parfaits. Il ne s'agissait ni d'une hutte primitive,
ni d'un amas de pierres épars. C'était un ensemble architectural complexe et réfléchi, érigé avec une précision et un savoir-faire étonnants. Mais le plus étonnant attendait les explorateurs à la surface même des colonnes. Elles n'étaient pas silencieuses. Chacune était recouverte de sculptures complexes, comme un livre de pierre, révélant la vision du monde de ses créateurs. Un bestiaire de l'ère glaciaire tout entier nous fixait du regard depuis leur surface froide. Renards prédateurs, sangliers féroces, serpents venimeux enlacés en nœuds mortels, araignées, grues et vautours menaçants. Les images n'étaient pas grossièrement gravées, mais plutôt en haut relief, témoignant d'un talent artistique extraordinaire. Les colonnes en forme de T étaient bien plus que de simples supports. Leur forme était une représentation stylisée d'un être humain. Certaines arboraient même des bras pendants et d'autres encore des pagnes. Ces géants de pierre étaient des gardiens silencieux et sans visage, ou peut-être des ancêtres divinisés, réunis en conseil éternel au centre de leur monde rituel. Ils se tenaient côte à côte en cercle, créant un espace sacré et protégé, à l'écart du monde extérieur sauvage et chaotique. Et c'est là que réside le paradoxe central et saisissant de Göbekli Tepe. Qui étaient ces bâtisseurs? Toutes les preuves archéologiques recueillies sur le site ont apporté une réponse claire. Des chasseurs-cueilleurs. Un peuple qui, selon toutes nos hypothèses précédentes, n'aurait dû posséder ni technologie, ni organisation sociale, et surtout, ni la motivation nécessaire pour un travail aussi titanesque. Déplacer un bloc de 20 tonnes depuis une carrière située à des centaines de mètres, le travailler avec des outils en silex et l'installer avec une précision parfaite, une tâche qui exigeait les efforts de centaines de personnes unies par un but et une foi commun. Cette découverte a bouleversé notre compréhension du développement des civilisations. La formule classique, d'abord l'agriculture, puis les temples, ne s'appliquait pas ici. Göbekli Tepe a été construit 6000 ans avant Stonehenge et 7000 ans avant les premières pyramides de Gizeh. Il a émergé dans un monde où ni les céréales ni le bétail n'avaient encore été domestiqués. Une nouvelle hypothèse révolutionnaire a émergé. Ce n'est pas l'agriculture qui a donné naissance à la religion et aux sociétés complexes, mais peut-être l'inverse. Le besoin de rassembler des centaines de personnes de différentes tribus pour construire et accomplir des rituels dans ce grand sanctuaire a peut-être été le catalyseur qui a poussé l'humanité à rechercher des sources de nourriture plus fiables. Pour nourrir les bâtisseurs et les pèlerins, il leur a fallu apprendre à maîtriser la nature et non plus simplement profiter de ses bienfaits. Göbekli Tepe n'aurait peut-être pas été une conséquence, mais une cause de la révolution agricole. Le temple a bâti la cité, et non la cité a bâti le temple. Qu'était-ce? La première cathédrale du monde, bâtie au sommet d'une colline pour se rapprocher du ciel, un observatoire astronomique destiné à observer le mouvement des étoiles, un lieu où les chamans communiaient avec le monde des esprits, où les tribus formaient des alliances et échangeaient des connaissances, ou une sinistre nécropole associée à un culte de la mort, comme le suggèrent les nombreuses représentations de vautours, oiseaux qui emportent la chair des morts. Nous ignorons les réponses, mais nous savons qu'aux alentours de 8000 avant JC, après 2 millénaires d'utilisation active, les créateurs de Göbekli Tepe ont accompli un acte encore plus mystérieux. Ils ne l'ont pas simplement abandonné. Ils ont délibérément et méticuleusement enfoui leur plus grande création sous des tonnes de terre, de pierres et de débris, comme s'ils voulaient la cacher aux générations futures ou la préserver pour l'éternité. Göbekli Tepe est bien plus que le plus vieux temple du monde,
C'est un point de départ, un point zéro dans l'histoire de l'architecture monumentale. Il témoigne que le désir humain de créer quelque chose de plus grand que soi, l'aspiration à toucher l'éternité à travers la pierre, n'est pas né de la satiété et du confort, mais d'une profonde quête spirituelle, même au berceau de l'humanité. Ce fut le premier grand projet qui unit les peuples, le premier pas vers la création d'un monde mégalithique dont nous commençons à peine à percer les mystères. Oublions un instant les étoiles, les dieux et les rituels. Laissons de côté la question du pourquoi et posons-nous la question la plus prosaïque, la plus concrète, mais non moins vertigineuse. Comment ? Comment des hommes dont le seul savoir-faire technologique se limitait au silex poli et à la laine en os sont-ils devenus des ingénieurs capables de déplacer des montagnes ? Comment, sans fer, sans roues ni animaux de trait, ont-ils transformé des blocs de plusieurs tonnes en matériaux de construction malléables ? La réponse à cette question nous entraîne dans un monde d'une simplicité brillante, d'une patience incroyable et d'une volonté collective inébranlable devant lesquelles l'ingénierie moderne ne peut que s'incliner avec respect. Tout commença dans les entrailles de la terre, dans les carrières, véritables chantiers monumentaux. Les géologues de l'Antiquité, sans carte ni instrument, possédaient une compréhension profonde et intuitive de la pierre. Ils lisaient les fissures de la roche comme nous lisons un livre, décelant les strates idéales, exemptes de défauts cachés, capables de résister au siècle. Ayant sélectionné un futur mégalithe, ils s'attelaient à le dégager. Il ne s'agissait pas d'un travail brutal à coups d'explosifs et de marteaux-piqueurs, mais d'un dialogue lent et méditatif avec la pierre. Le long de la faille tracée, les ouvriers creusèrent une série de cavités à l'aide de boules de pierre dure, dolérite ou quartzite. Des heures, des jours, voire des semaines furent consacrées à la création de cette ligne pointillée sur la paroi rocheuse. Puis, des coins de bois sec furent enfoncés fermement dans les cavités. Et alors, la force la plus puissante et la plus patiente, l'eau, entra en jeu. Les coins furent arrosés et le bois, absorbant lentement l'humidité, commença à se dilater avec une force inexorable et titanesque. D'abord un craquement léger, puis un grondement sourd, et enfin un rugissement assourdissant, et voilà, un bloc pesant 40, 50, voire des centaines de tonnes était détaché de la roche-mère. Il était né. Mais son voyage le plus difficile restait à venir, le transport. Cette étape met notre imagination à rude épreuve. Imaginez une procession s'étendant sur des centaines de mètres. En son centre se dresse un colosse de pierre, reposant sur un gigantesque traîneau de bois. La piste sous les patins est constamment huilée ou graisseuse pour réduire l'énorme friction. Des centaines de personnes marchent devant, harnachées à d'épaisses cordes tissées de fibres végétales ou de lanières de cuir. Il ne s'agit pas d'une foule chaotique, mais d'un mécanisme vivant unique, rythmé par les tambours ou les chants gutturaux. Chaque pas est mesuré, chaque effort synchronisé. Un faux pas, un nœud défait, et le colosse pourrait s'effondrer, entraînant la mort et réduisant à néant des années de labeur. La route n'a jamais été droite ni lisse. Les ingénieurs de l'Antiquité étaient aussi d'excellents logisticiens. Ils construisaient des routes entières en rondins, les katis, pour traverser les terrains marécageux. Ils érigeaient des remblais et des rampes pour franchir les collines et les ravins. Pour traverser les rivières, ils construisaient probablement d'énormes radeaux ou utilisaient plusieurs pirogues monoxyles assemblées, formant ainsi une sorte de quai flottant. Kilomètre après kilomètre, semaine après semaine, et parfois mois après mois, la montagne rampante avançait vers sa destination.
il s'agissait de bien plus que d'un simple transport de marchandises. C'était un acte sacré, une entreprise collective à laquelle participait toute la tribu. Les hommes tiraient, les femmes et les enfants apportaient l'eau et la nourriture, et les prêtres ou les chefs présidaient le processus, transformant un labeur éreintant en un rite. Ainsi vint l'acte final de ce drame, l'installation. La pierre fut livrée, il fallait maintenant la hisser à la verticale. C'est là que la physique, dans toute sa pureté, entra en jeu. La méthode la plus courante consistait à construire une rampe en terre ou en pierre, en pente douce. Le bloc était lentement hissé le long de cette rampe jusqu'à ce que sa base repose au-dessus d'une fosse préalablement creusée. Un bord de la fosse était abrupt, l'autre en pente douce. Vint ensuite l'étape la plus périlleuse. À l'aide de leviers en bois et de cordes, le centre de gravité de la pierre fut déplacé et sous son propre poids colossal, elle commença à glisser lentement dans la fosse. Des dizaines de personnes retenaient sa chute à l'aide de cordes, l'empêchant de s'effondrer et de se briser. Une fois la base de la pierre au fond de la fosse, elle fut tirée vers le haut depuis le côté opposé à l'aide de supports en bois en forme de A et d'un système de contrepoids, jusqu'à atteindre une position parfaitement verticale. Mais leur savoir-faire ne s'arrête pas là. Prenez l'exemple de Stonehenge. Ces traverses ne reposent pas simplement sur le sommet des piliers verticaux. Elles y sont assemblées grâce à la technique de l'emboîtement à rainures et languettes, une technique digne des plus grands charpentiers, mais réalisée ici dans la pierre. Les artisans de l'Antiquité ont sculpté des saillies dans le sommet des supports et des cavités correspondantes dans la face inférieure des traverses. Cela exigeait une précision incroyable dans les mesures et l'ajustement. Ils ont ainsi créé des liaisons architecturales qui ont assuré l'intégrité de la structure pendant des millénaires. Il ne s'agissait pas des technologies de sauvages primitifs. C'étaient des technologies fondées sur une compréhension profonde des matériaux, des lois de la physique et surtout de la coopération humaine. Ils ne possédaient pas notre puissance, mais leur patience nous surpassait. Ils n'avaient pas nos machines, mais leur organisation sociale était en elle-même une machine parfaite. Chaque mégalithe est plus qu'une simple pierre. C'est un monument à la pensée humaine, qui a su dépasser ses limites. C'est un hommage au génie de l'ingénierie, qui a prospéré des milliers d'années avant l'avènement des plans et des ordinateurs, prouvant que le plus grand outil capable de transformer le monde n'est pas un levier, mais la volonté unie des peuples, œuvrant vers un idéal commun. Lorsque la nuit tombait sur le monde antique, privé de la lumière artificielle de nos jours, le ciel se transformait en un océan infini et scintillant. Pour les hommes de l'âge de pierre, c'était bien plus qu'un simple spectacle magnifique. C'était la grande horloge de l'univers, un livre de mythes, un guide divin, et ils apprirent à le déchiffrer. Et si les pierres géantes que nous avons jusqu'ici considérées comme de simples tombeaux et temples étaient en réalité bien plus que cela? Et si elles n'étaient pas seulement des monuments aux morts, mais aussi des outils pour les vivants? Des outils non pas tournés vers les profondeurs de la terre, mais vers le ciel, vers les étoiles. Nous entrons dans le monde de l'archéoastronomie, une science qui révèle comment les mégalithes antiques ont servi de premiers observatoires à l'humanité. Bien plus que de simples amas de pierres, ce sont des mécanismes complexes et d'une précision incroyable pour l'observation des astres, de véritables calendriers de pierres figées dans le temps. Notre premier exemple, et le plus célèbre, est Stonehenge. Pendant des décennies, on l'a considéré comme un temple druidique ou un lieu de sacrifice. Mais sa véritable fonction se révèle lorsqu'on l'observe
à travers le regard d'un astronome de l'Antiquité. Imaginez l'aube du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Une foule immense, retenant son souffle, se rassemble sur la plaine de Salisbury. Leur regard se tourne vers l'est, à travers les arches de pierre des Trilitons. Et puis, en un instant sacré, le premier rayon du soleil levant apparaît précisément au-dessus de la Hillstone, un monolithe solitaire dressé hors du cercle principal. Ce rayon transperce toute la structure, illuminant la pierre d'autel centrale. Ce n'est pas un hasard, c'est l'apogée de l'année, un théâtre cosmique confirmant que le cycle de la vie se poursuit, que l'été est arrivé et que la nature déploie ses bienfaits. Et au solstice d'hiver, le miracle inverse se produisit. La foule se tourna alors vers le sud-ouest pour voir le soleil se coucher précisément à travers l'espace entre les deux plus grands trilitons. Ce fut un moment d'espoir immense en ce jour le plus court et le plus sombre de l'année, la promesse du retour de la lumière, que le monde ne sombrerait pas dans un hiver éternel. Stonehenge était bien plus qu'un simple temple. C'était une machine à remonter le temps, permettant de prédire et de célébrer les moments clés du cycle annuel dont dépendaient les récoltes et la vie elle-même. De plus, des calculs complexes montrent que les 56 trous, connus sous le nom de trous d'Aubrey, auraient pu servir à prédire les éclipses de lune, un événement qui devait susciter une profonde admiration chez les anciens. Mais l'exemple le plus saisissant de l'union de la pierre et de la lumière se trouve peut-être en Irlande, au sein du tumulus de Newgrange. Plus ancien que Stonehenge et les pyramides d'Égypte, il n'est de l'extérieur qu'une vaste colline verdoyante fortifiée de blocs de quartz blanc. Mais son secret réside à l'intérieur. Dans une obscurité totale et oppressante, un long et étroit couloir mène à une chambre funéraire cruciforme. Pendant des millénaires, une obscurité impénétrable y a régné. Mais quelques jours par an, lors du solstice d'hiver, un miracle se produit. Au-dessus de l'entrée du couloir se trouve une petite fenêtre spécialement conçue. Lorsque le soleil se lève ces jours-là, ses rayons pénètrent par cette ouverture, et un fin rayon de lumière dorée commence à glisser lentement sur le sol du couloir de 20 mètres de long. En 17 minutes, il atteint la chambre centrale, baignant les pierres antiques au motif en spirale d'une lueur chaude et surnaturelle, réveillant le monde des morts. C'est un acte symbolique de renaissance. Le soleil, à son point le plus bas, pénètre le sein de la terre-mère pour la fertiliser et inaugurer un nouveau cycle de vie. Newgrange est bien plus qu'un simple tombeau. C'est un organisme de pierre gigantesque qui s'anime une fois par an pour relier le ciel et la terre, le monde des vivants et celui des ancêtres. Cependant, les racines de cette tradition plongent encore plus profondément dans un lieu où la civilisation semble encore balbutiante. Au cœur du désert nubien, dans l'Égypte actuelle, se trouve Nabta Playa. Des milliers d'années avant Stonehenge, des tribus nomades de pasteurs ont érigé ce qui est considéré comme l'une des plus anciennes structures astronomiques au monde. Il s'agit d'un petit cercle de pierres, appelé cercle calendaire. Ces pierres centrales pointent vers le nord et le sud, tandis que deux paires d'autres pierres forment une ligne qui, vers 6000 avant JC, marquait le lever du soleil au solstice d'été. Pour les populations dont la survie dépendait des pluies saisonnières, ce repère était essentiel, car il annonçait l'arrivée des moussons salvatrices. D'autres pierres de Nabta Playa auraient correspondu aux positions des étoiles, de la ceinture d'Orion et d'autres constellations brillantes. C'était bien plus qu'une simple observation.
C'était une tentative de recréer sur Terre le reflet de l'ordre céleste. Ce dialogue céleste, gravé dans la pierre, se poursuivait à travers le monde. À Carnac en France, des milliers de menhirs parfaitement alignés auraient pu servir de gigantesques calculateurs lunaires. D'anciens cercles de bois, comme le cercle de Goseck en Allemagne, furent les précurseurs des observatoires de pierre, fonctionnant selon le même principe de suivi solaire. Des champs d'Europe aux steppes d'Eurasie et aux vallées d'Amérique, les peuples anciens contemplaient le ciel et tentaient de fixer ses lois éternelles sur Terre en utilisant le matériau le plus durable à leur disposition, la pierre. Pourquoi ont-ils fait cela ? Ce n'était ni par simple curiosité, ni par nécessité agricole. C'était un savoir qui conférait un pouvoir immense. Quiconque pouvait prédire le mouvement du soleil, le cycle des saisons ou une éclipse terrifiante était bien plus qu'un simple sage. Il était un médiateur entre le monde des hommes et celui des dieux. Prêtres astronomes, chamans scientifiques, il détenait les clés de l'ordre cosmique. Dans le chaos d'un monde imprévisible et périlleux, le ciel était l'unique source de stabilité et de cyclicité. En alignant leur structure sacrée sur l'axe de l'univers, les peuples anciens inscrivaient leur existence fragile dans la grande et éternelle symphonie du cosmos. Ils ne se contentaient pas de contempler les étoiles. Ils dialoguaient avec elles, et les mégalithes étaient leur langage. Mais que disaient-ils exactement ? Quels rituels et croyances sont nés sous ces cieux de pierre ? Début du bloc. Nous contemplons leur grandeur, mesurons leur poids, et nous émerveillons de leur précision astronomique. Nous comprenons comment les anciens ont pu déplacer ces pierres gigantesques. Mais derrière chaque effort titanesque, derrière chaque rayon de soleil mesuré au millimètre près, se cache la question la plus fondamentale, la plus profonde. Pourquoi ? Pour comprendre la véritable raison d'être des mégalithes, il nous faut regarder au-delà de la froide surface de la pierre et tenter d'entendre l'écho des rituels qui ont résonné ici il y a des millénaires. Il nous faut franchir les portes qui ne menaient ni à une cité, ni à une forteresse, mais au monde des esprits lui-même. Ces structures n'étaient pas de simples tombeaux au sens moderne du terme, de paisibles lieux de repos. C'étaient des centres de pouvoir vibrants et vivants, où s'estompaient les frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Au cœur de cette vision du monde se trouvait le culte omniprésent des ancêtres. Pour l'homme du néolithique, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers un autre état, d'où les défunts continuaient d'exercer une puissante influence sur la vie de leurs proches. Les ancêtres étaient des gardiens invisibles, garants de la fertilité de la terre, de récoltes abondantes et de la santé de leurs descendants. Et les mégalithes, dolmens, cairns, tombeaux à couloirs, devenaient leurs demeures éternelles, des palais pour les esprits. Dans ces tombeaux de pierre, non pas un seul chef, mais des dizaines, voire des centaines, étaient inhumés dans de nombreuses chambres. Ces sépultures collectives soulignaient l'unité du clan et le lien indéfectible entre les générations. Les archéologues y découvrent non seulement des ossements, mais aussi de généreux présents, des poteries finement ouvragées, remplies de nourriture et de boissons, des haches de pierre, des colliers de coquillages et des ossements. Il ne s'agissait pas de simples offrandes d'adieu, mais d'outils pour l'au-delà, d'un moyen d'apaiser les ancêtres puissants et de s'assurer leur bienveillance. Les vivants prenaient soin des morts afin que les morts puissent prendre soin des vivants. C'était un pacte fondamental scellé par la pierre et le rituel. Mais comment cette communication s'est-elle déroulée exactement ? Imaginez une nuit éclairée seulement par le crépitement d'immenses feux,
et le scintillement des étoiles au-dessus du cercle de pierre. L'air est imprégné des arômes de viande rôtie et de fumée. Des centaines de personnes venues de toute la région environnante se sont rassemblées autour des mégalithes. Les découvertes archéologiques témoignent de grands festins. Les sites rituels recèlent d'importantes quantités d'ossements d'animaux, principalement de porcs et de bovins, ainsi que des milliers de tessons de poterie. Il ne s'agissait pas de repas ordinaires. C'étaient des célébrations rituelles, des actes d'unité communautaire. Le partage du pain et de la viande renforçait les liens sociaux, confirmait les croyances communes et témoignait de la prospérité de la tribu. Là, à l'ombre des pierres sacrées, ils ne formaient plus qu'un seul peuple, uni par le sang et les dieux. Cependant, derrière les festins et les offrandes se cachait une facette plus sombre et terrifiante de ces cultes, le sacrifice. L'idée que, pour apaiser des puissances supérieures ou sanctifier un lieu sacré, le prix ultime, le sang versé, était requis. On retrouve des ossements d'animaux abattus rituellement. Mais ce prix était-il parfois plus élevé ? La question des sacrifices humains en Europe néolithique demeure l'une des plus controversées. Les preuves directes sont rares et ambiguës, mais les indices indirects sont troublants. Sur certains sites, comme Stonehenge, des restes humains ont été découverts dans les fossés environnants, enterrés dans des positions inhabituelles, parfois avec des traces de mort violentes. Ces ennemis étaient-ils sacrifiés après une bataille, ou des membres de leur propre tribu, offerts volontairement ou de force en offrande à la terre et à leurs ancêtres pour assurer la survie de tous? Nous ne pouvons que spéculer, mais la simple possibilité que du sang humain ait été versé sur ces autels imprègne leur aura d'une horreur et d'une vénération primordiale. Au cœur de toutes ces activités se trouvait probablement la figure d'un chaman, d'un prêtre ou d'une prêtresse, médiateur entre les mondes. C'était lui ou elle qui pénétrait dans les couloirs de pierre des tombeaux, plongé dans un silence absolu et vibrant, pour communiquer avec les esprits. Une atmosphère particulière se créait au sein de ces structures. Dans cette enceinte de pierre, à l'abri de la lumière du jour, tous les sens étaient exacerbés. L'acoustique de lieux comme Newgrange, en Irlande, est stupéfiante. Chaque murmure, chaque coup de tambour résonnait inlassablement contre les murs, créant un son hypnotique et profond. Dans cette privation sensorielle, amplifiée par des chants rythmés, des danses, ou peut-être l'usage de plantes psychoactives, la conscience pouvait être altérée. Le chaman entrait en transe, voyageant dans le monde des esprits pour acquérir du savoir, solliciter les conseils des ancêtres ou transmettre les prières des vivants. C'est dans ce contexte que les alignements astronomiques des mégalithes acquièrent leur véritable signification sacrée. Le rayon de soleil pénétrant le tombeau de Newgrange, précisément le jour du solstice d'hiver, était bien plus qu'une simple marque sur le calendrier. C'était un spectacle divin, un miracle annuel. Pendant quelques instants, le monde des morts fut illuminé par la lumière de la vie. C'était un acte de renaissance cosmique, un symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres, la promesse d'un nouveau cycle et d'une nouvelle moisson. Pour les personnes rassemblées dehors dans la fraîcheur de l'aube, c'était la preuve irréfutable que leurs ancêtres et leurs dieux les avaient entendus, que l'univers était en harmonie et que leur rituel était puissant. Ainsi, les mégalithes cessent d'être de simples amas de pierre. Ils deviennent des machines rituelles complexes, des théâtres de drames sacrés, des portails reliant la terre et le ciel, le passé et l'avenir, les hommes et leurs dieux. Chaque pierre était imprégnée de foi, chaque ligne tendait vers l'éternité. C'était un monde
où la frontière entre le physique et le métaphysique était aussi ténue qu'une toile d'araignée, et ces géants de pierre se dressaient précisément sur cette frontière, servant de portes éternelles vers l'incompréhensible. Fin du bloc. Au-delà de la physique et de l'astronomie, au-delà du génie de l'ingénierie, réside peut-être le secret le plus profond des mégalithes, leur pouvoir social. Ces pierres étaient bien plus que de simples objets dans le paysage. Elles étaient des outils servant à bâtir non pas des murs, mais des sociétés entières. Elles étaient des moteurs qui ont transformé des groupes disparates de chasseurs-cueilleurs en sociétés complexes et hiérarchisées, capables de changer le monde. Imaginez la scène. Des centaines, voire des milliers de personnes rassemblées en un même lieu pendant des mois, voire des années. Elles ont quitté leurs champs, leur territoire de chasse, leurs habitudes quotidiennes. Elles sont venues ici pour un objectif commun, incroyablement difficile, déplacer une montagne. Il fallait bien que quelqu'un dirige cet incroyable orchestre de pierres et de muscles. Il fallait bien que quelqu'un planifie, répartisse les tâches, règle les conflits. Il fallait bien que quelqu'un fournisse à cette armée de bâtisseurs nourriture, eau et abri. L'organisation même d'un projet d'une telle ampleur constituait une démonstration de puissance sans précédent. Quiconque était capable de convaincre, voire de contraindre, des centaines de membres de la tribu à consacrer leur vie à cette entreprise titanesque détenait une autorité colossale. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir fondé uniquement sur la force physique, mais aussi sur la persuasion, le savoir sacré et la capacité à gérer les ressources. Peut-être était-ce un chef dont le charisme et les succès militaires lui conféraient le droit d'exiger l'obéissance, ou un prêtre qui parlait au nom des dieux et des esprits pour lesquels ce sanctuaire était érigé, ou encore un conseil d'anciens dont la sagesse était la clé de la survie de toute la tribu. Chaque pierre posée, chaque dolmen aligné, était bien plus qu'un simple élément d'une structure. C'était un manifeste de pierre, une déclaration de puissance incontestable. « Regardez », disaient ces pierres à leurs voisins et rivaux, « regardez ce dont nous sommes capables. Voyez la force de nos chefs et la bienveillance des dieux à notre égard. » Le mégalithe devenait un sceau de pouvoir, un symbole visible de la domination d'une lignée, d'un clan ou d'un chef. Il cimentait leur droit à la terre, à ses ressources, à son avenir. C'était un investissement pour l'éternité, capable de perpétuer un nom et un héritage, projetant la puissance non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, pour des dizaines de générations à venir. Mais le pouvoir n'est qu'un aspect de la question. La coercition et la peur ne pouvaient suffire à alimenter une entreprise d'une telle ampleur. L'unité constituait une autre force, non moins importante. La structure mégalithique était un gigantesque creuset social, un lieu où les familles et les clans se fondaient pour donner naissance à une nouvelle identité partagée. Imaginez des gens de vallées différentes, parlant peut-être des dialectes différents, vénérant des animaux totems différents. Sur le chantier, ils cessèrent d'être des étrangers. Ils devinrent des camarades, unis par une sueur partagée, un rythme de travail commun, un danger partagé. Ils tiraient ensemble sur les cordes, chantaient des chants rituels pour coordonner leurs efforts, partageaient un maigre repas autour du feu du soir. Dans cet effort collectif, dans le fracas rythmé des pierres et les cris monotones, naquit un sentiment d'appartenance. L'hostilité et la méfiance qui divisaient les communautés voisines se dissipèrent dans la fumée des feux partagés et la poussière des carrières. La construction n'était pas un simple travail, c'était un rituel.
Chaque étape, de la sélection de la pierre dans les montagnes reculées à son installation dans le cercle sacré, était accompagnée de cérémonies, de sacrifices et de célébrations. Ces expériences partagées ont créé des liens émotionnels puissants et façonné des souvenirs communs. Le peuple dont les grands-pères avaient érigé ce menhir ensemble, dont les pères avaient célébré ensemble l'achèvement de ce cromlech, était uni non seulement par le sang, mais aussi par la pierre. Le mégalithe est devenu un ancrage de leur identité collective, une incarnation physique de leur unité. Et une fois la construction achevée, cette fonction sociale ne disparut pas. Au contraire, elle s'éleva à un niveau supérieur. Le monument devint le centre de leur monde. Ici, à l'ombre des pierres géantes, ils se rassemblaient pour les principales fêtes de l'année, les solstices et les équinoxes. Ici, ils offraient des sacrifices aux dieux, implorant une bonne récolte ou une chasse fructueuse. Ici, les anciens tenaient court et les chefs forgeaient des alliances. Ici, les jeunes gens et les jeunes filles subissaient des rites d'initiation, devenant ainsi des membres à part entière de la société. Le mégalithe était leur temple, leur parlement, leur marché et leur théâtre. Il était le cœur de pierre de leur communauté, bâti de leurs propres mains. Ainsi, les mégalithes remplissaient une double fonction dialectique. Ils servaient d'instruments d'affirmation du pouvoir des élites, mais constituaient aussi un puissant ciment social, unissant la société. L'autorité du chef était légitimée par l'organisation d'une cause commune, et l'unité du peuple trouvait son expression la plus aboutie dans la subordination à cette autorité pour un but supérieur. Les pierres apprenaient aux hommes à collaborer, à voir grand, à respecter la hiérarchie et à se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que leur famille ou leur village. Ils ne se contentaient pas de construire avec de la pierre. Ils se construisaient une société nouvelle, plus complexe et structurée. Ce bond social, accompli à l'ombre des mégalithes, a changé à jamais le cours de l'histoire humaine, jetant les bases des civilisations futures. Parmi toutes les structures mégalithiques du monde, un nom résonne comme une incantation, un écho venu des profondeurs du temps. Stonehenge. Gardien éternel de la plaine de Salisbury, sa silhouette grise se détachant sur le ciel anglais capricieux est devenue une icône du monde préhistorique. Mais derrière cette image célèbre se cache bien plus qu'un simple amas de pierres. C'est un message, un code complexe et multiforme, encodé en géologie, en géométrie et en astronomie. C'est le cœur du monde de pierre antique, et nous tenterons d'en percevoir le rythme. Pour comprendre Stonehenge, il faut le déconstruire, tel un grand assemblage. En son cœur se trouvent deux types de pierres, deux caractères distincts, deux histoires. D'abord, les géants de grès sarcène, les trilithons qui forment le célèbre cercle intérieur et les pierres de l'anneau extérieur. Ces colosses de grès, pesant jusqu'à 40 tonnes chacun, furent transportés sur plus de 30 kilomètres. Imaginez ce travail titanesque, des milliers de personnes, sans l'aide de roues ni d'outils métalliques, traînant, poussant et plaçant ces monstres avec une précision incroyable. Mais le plus étonnant est la qualité du travail accompli. Les bâtisseurs antiques ne se sont pas contentés d'empiler les pierres. Ils les ont façonnées, ont sculpté des mortaises et des tenons, créant des assemblages complexes semblables à ceux utilisés en menuiserie. Il ne s'agit pas de maçonnerie primitive. C'est une architecture monumentale qui exige une planification rigoureuse, un génie de l'ingénierie et la volonté commune de centaines, voire de milliers de personnes. Les sarcens sont un symbole de puissance, d'ordre et de la persévérance humaine. Mais il existe d'autres pierres, les pierres bleues, plus petites,
plus gracieuses, leur histoire est un véritable mystère. L'analyse géologique a révélé que ces pierres de dolérite, de rhyolite et de tuf volcanique proviennent d'un seul et même endroit sur la planète, les collines de Preseli, au pays de Galles. Cela représente plus de 250 km de terrain accidenté à travers forêts, rivières et peut-être même la mer. Pourquoi ? Pourquoi un tel effort pour transporter ces pierres en particulier alors qu'il y en avait tant d'autres aux alentours? La réponse ne réside pas dans la praticité, mais dans la foi. Peut-être ces pierres possédaient-elles un pouvoir sacré pour les peuples anciens. Peut-être étaient-elles considérées comme guérissantes ou liées aux esprits ancestraux. Les pierres bleues sont l'âme de Stonehenge, sa composante mystique et surnaturelle. Ce sont des êtres venus d'ailleurs, des reliques précieuses apportées de loin pour imprégner ce lieu d'une énergie particulière. En combinant ces deux éléments, la puissance terrestre des sarsans et le mystère céleste des pierres bleues, les architectes antiques ont créé non seulement un temple, mais un instrument astronomique d'une grande complexité. C'est la première partie du code crypté. L'axe de toute la structure est aligné avec une précision incroyable sur le point de lever du soleil au solstice d'été. Imaginez l'aube du jour, le plus long de l'année. Des milliers de personnes se rassemblent dans la plaine, les yeux rivés sur la pierre du talon qui se dresse au loin. Et puis, dans un silence assourdissant, le premier rayon de soleil perce l'horizon, passe précisément au-dessus de la pierre et frappe le centre même du cromlech, baignant de lumière la pierre d'autel en son cœur. C'est plus qu'un simple spectacle magnifique. C'est le triomphe de l'ordre sur le chaos. C'est la confirmation que les cycles de la nature sont immuables, qu'après un long hiver, l'été reviendra toujours, que la vie continue. Stonehenge était leur calendrier, leur horloge, leur fenêtre sur l'univers. Il marquait non seulement l'été, mais aussi le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, symbolisant la mort et la renaissance de la nature. Certains chercheurs pensent que la géométrie complexe des cercles et des trous, comme les trous d'Aubrey, leur permettait de prédire les éclipses lunaires, événements qui inspiraient sans aucun doute une profonde admiration aux anciens. Les pierres de Stonehenge communiquaient avec le ciel dans un langage d'ombre et de lumière, permettant aux prêtres et aux chefs de comprendre et peut-être, comme ils le croyaient, de maîtriser les rythmes du cosmos. Mais le code de Stonehenge ne se limite pas à l'astronomie. Les découvertes archéologiques révèlent des dimensions nouvelles et plus humaines de ce site. Des centaines de sépultures, les restes incinérés d'hommes, de femmes et d'enfants, datant de différentes périodes de son existence, ont été mises au jour autour et à l'intérieur du monument. Stonehenge apparaît ainsi comme une vaste nécropole, une cité des morts, un lieu de vénération des ancêtres. Il s'agissait peut-être du lieu de pèlerinage où étaient déposées les cendres des membres les plus respectés de la société britannique. Le cercle de pierre est devenu un portail entre le monde des vivants et celui des esprits. Et son lien avec le soleil symbolisait le cycle éternel de la mort et de la renaissance. De plus, des recherches récentes suggèrent une autre hypothèse. Stonehenge aurait servi de centre de guérison préhistorique. L'analyse des restes humains découverts dans les sépultures a révélé que nombre de ces personnes souffraient de maladies et de blessures graves. Elles ne vivaient pas à proximité. Elles venaient de loin, peut-être dans un ultime espoir de guérison. Cette même croyance dans le pouvoir magique des pierres bleues du pays de Galles aurait pu transformer Stonehenge en une sorte d'ancien hôpital ou sanctuaire,
où affluaient les malades. On croyait que l'énergie de ce lieu, béni par le soleil et les étoiles, pouvait apporter soulagement et guérison. Alors, qu'est-ce que Stonehenge? Un observatoire astronomique? Un temple du soleil? Une nécropole pour l'élite? Un lieu de pèlerinage et de guérison? La réponse est tout cela et bien plus encore. C'était un espace vivant, vibrant, dont la fonction a évolué au fil de ces 1500 ans d'utilisation. Chaque génération a apporté sa propre signification, sa propre touche à ce code de pierre. Stonehenge n'est pas une énigme figée, mais un palimpseste, un parchemin ancien sur lequel de nombreuses mains ont inscrit leur histoire. C'est le symbole d'un incroyable effort collectif, unissant des milliers de personnes autour d'un but commun qui transcendait la simple survie. Ils n'ont pas construit pour eux-mêmes, ils ont construit pour l'éternité. Et aujourd'hui, face à ces géants silencieux, nous continuons de déchiffrer leur message, un code que nous cherchons encore à percer à l'écoute du murmure du vent entre ces pierres millénaires. La musique s'amplifie, devient plus globale, épique, avec des motifs ethniques issus de différentes cultures. Quand on prononce le mot mégalithe, notre imagination évoque spontanément Stonehenge, enveloppé de brume dans la plaine de Salisbury. Ou peut-être les alignements de pierres de Karnak, en France. On a l'habitude de considérer ce phénomène comme purement européen, l'héritage de peuples mystérieux ayant habité la côte atlantique. Mais ce n'est qu'une page d'un livre écrit dans le langage de la pierre, et ce livre embrasse la planète entière. Pour saisir la véritable ampleur du monde mégalithique, il nous faut élargir nos horizons. Notre voyage ne commence pas en Angleterre, mais dans les collines verdoyantes d'Irlande, à Newgrange. Il ne s'agit pas d'un simple amas de pierres. C'est un tumulus monumental, plus ancien que les pyramides d'Égypte et Stonehenge. Son couloir est conçu avec une précision astronomique. Une seule fois par an, au solstice d'hiver, un rayon du soleil levant pénètre au cœur même de la chambre funéraire, l'inondant de lumière pendant 17 minutes. Ce n'est pas une structure primitive. C'est un temple du temps, un observatoire, un portail entre les mondes, bâti avec un génie de l'ingénierie qui remet en question notre compréhension de l'homme préhistorique. Depuis l'Irlande, nous traversons la mer pour rejoindre la France, où les milliers de menhirs de Karnak se dressent comme une armée pétrifiée, figée à mi-chemin vers l'horizon. Puis nous mettons le cap au sud, vers la Méditerranée. Sur la minuscule île de Malte s'élèvent les temples de Chgantija et d'Agar Kim, les plus anciennes structures de pierre autoportantes au monde. Construits 1000 ans avant la grande pyramide de Gizeh, ces temples, avec leurs absides et leurs autels complexes, témoignent d'une société très avancée, obsédée par l'éternité. En Sardaigne, nous découvrons des tombeaux de géants et d'énigmatiques tours nuragues. En Espagne et au Portugal, des milliers de dolmens se dissimulent dans des chaînées. Mais il ne s'agit là que du théâtre d'opérations européen. Déplaçons-nous un peu plus à l'est, vers les contreforts du Caucase, là disséminés sur le territoire de la Russie, de la Géorgie et de l'Abkhazie actuelle, se dressent des centaines de dolmens remarquablement semblables à leurs homologues européens. D'énormes dalles de pierre, agencées en forme de maison, avec une ouverture parfaitement ronde dans la façade, un portail vers un autre monde. Qui a donc appris à ces montagnards, séparés de leurs bâtisseurs atlantiques par des milliers de kilomètres, à ériger des structures pratiquement identiques? Et c'est là que notre vision du monde commence à se fissurer. Nous faisons un bond de géant par-delà les continents, en Asie,
et ce que nous y découvrons bouleverse tout. Prenons l'exemple de l'Inde. Dans les États du Kerala et du Karnataka, on trouve des dolmens appelés pierres à chapeau et pierres à parapluie. Leur forme et leur fonction supposée, des chambres funéraires, rappellent étrangement ce que nous avons vu en Europe. Et maintenant, la Corée. Préparez-vous à être émerveillés. La péninsule coréenne abrite, selon diverses estimations, jusqu'à 40% des dolmens du monde, des dizaines de milliers de monuments de pierre, des champs entiers et des nécropoles, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il en existe différents types, les dolmens du Nord, dits en forme de table, où une dalle massive repose sur deux supports, et ceux du Sud, où la dalle repose sur des pierres plus petites, comme le couvercle d'un plateau de Go. L'ampleur de ce phénomène en Corée est stupéfiante. Il ne s'agit pas d'un hasard, ni d'un projet ponctuel. Les dolmens constituent un élément central de la culture, de l'idéologie et des croyances de tout un peuple depuis des centaines, voire des milliers d'années. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. En Indonésie, sur l'île de Sumba, la tradition mégalithique n'a pas disparu. Elle est toujours vivante. Ici, des tombeaux de pierre gigantesques sont érigés pour honorer la mémoire des ancêtres, et le déplacement de ces dalles de plusieurs tonnes requiert l'effort de tout le village, accompagné de rituels complexes. Cette fenêtre ouverte sur le passé nous permet de percevoir la puissance sociale et la signification spirituelle inhérentes à la création des mégalithes. On retrouve des traces de la pierre dans d'autres régions du monde. En Éthiopie, on trouve des stèles et des dolmens. Dans le Sahara, à Nabta Playa, au sud de l'Égypte, des archéologues ont découvert le plus ancien cercle de pierre, une sorte de calendrier antérieur à Stonehenge de 1000 ans. Il fut créé par des pasteurs à une époque où le Sahara était encore une savane luxuriante. Même en Amérique, on observe une impulsion similaire, les têtes de pierre géantes des Olmecs au Mexique ou les blocs parfaitement ajustés des murs des cités incas. Ce ne sont pas des mégalithes au sens classique du terme, mais ils témoignent de la même chose. Le désir universel de l'humanité de travailler la pierre à une échelle monumentale et sacrée. L'Irlande, Malte, le Caucase, l'Inde, la Corée, l'Égypte. Qu'est-ce que c'est? Une simple coïncidence? La naissance indépendante d'une même idée dans des dizaines de cultures isolées, séparées par les océans et les millénaires? Ou bien assistons-nous aux traces de quelque chose de plus grand, un réseau global, un élan culturel qui a déferlé sur la planète dans l'Antiquité? C'est comme si l'humanité, à peine sortie de l'âge de pierre, avait entendu un appel, celui d'imprimer sa présence, son lien avec le ciel et la terre, dans une matière éternelle. Les monuments de pierre ne sont pas de simples points sur une carte. Ils forment une constellation, un archipel planétaire de mémoire. Et chacun de ces géants silencieux, où qu'ils se dressent, nous pose la même question. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? Nous nous sommes habitués à percevoir les mégalithes comme des gardiens silencieux du temps. Des géants de pierre, enveloppés du silence des siècles, témoins de millénaires passés dans un silence absolu. Mais si ce silence était trompeur? Et si nous avions tout simplement oublié comment écouter? La science moderne, armée de microphones ultrasensibles et de modélisation informatique, lève le voile sur l'un des mystères les plus étonnants du monde antique. Il s'avère que les structures mégalithiques étaient bien plus que de simples objets visuels. C'étaient des instruments de musique gigantesques, des résonateurs conçus pour manipuler le son et plonger les individus dans d'autres états de conscience. Bienvenue dans le monde de l'archéoacoustique,
la science des paysages sonores du passé. Imaginez un monde sans le vrombissement des moteurs, sans le bruit de fond de la civilisation. Un monde où chaque son, le bruissement des feuilles, le cri d'un oiseau, le grondement du tonnerre, serait chargé de sens et de puissance. Dans un tel monde, le son n'était pas qu'une simple information. Il était magique. Il pouvait guérir, effrayer et provoquer l'extase. Et les bâtisseurs de l'Antiquité, nos lointains ancêtres, l'avaient compris intuitivement, avec une précision étonnante. Ils n'ont pas seulement construit des murs et des toits, ils ont créé une architecture sonore. L'exemple le plus frappant et presque effrayant est le temple souterrain de Hal-Saflieni à Malte. Il s'agit d'un labyrinthe à plusieurs niveaux creusé dans la roche calcaire il y a plus de 5000 ans. Dans l'une de ces salles, appelée salle de l'oracle, se trouve une petite niche. Lorsqu'une personne d'une voix grave d'homme y parle, ou y émet simplement un bourdonnement, un phénomène incroyable se produit. Le temple tout entier se met à vibrer. Le son ne se contente pas de rebondir sur les murs, il devient tangible. Les vibrations se propagent à travers la pierre, le sol et les corps de toutes les personnes présentes. Les scientifiques ont mesuré cette fréquence. Elle oscille autour de 110 Hz. Ce son a un effet direct sur le cerveau humain, activant des zones associées à l'humeur, à l'empathie et au comportement social. Qu'ont ressenti les anciens, réunis dans la pénombre de ce cocon de pierre. Le prêtre, ou oracle, prononçait ses prophéties, et sa voix cessa d'être simplement humaine. Elle devint la voix de la terre elle-même, la voix d'une divinité, grondant des profondeurs de la roche. Le son semblait émaner de partout, effaçant les frontières entre locuteur et auditeur, entre le monde des humains et celui des esprits. C'était plus qu'un simple rituel. C'était une technique psychoacoustique conçue pour induire un état de transe collective, pour atteindre une expérience mystique. Ici, la pierre n'est pas une roche inerte, mais un résonateur vivant, amplifiant et transformant la voix humaine en quelque chose de surnaturel. Mais les merveilles acoustiques ne se cachaient pas seulement sous terre. Elles se trouvaient aussi à ciel ouvert. Prenons Stonehenge. Longtemps étudié comme observatoire astronomique, calendrier et lieu de pouvoir, ce site a récemment révélé, grâce à des recherches récentes, qu'il servait également de salle de concert à ciel ouvert. Un cercle de gigantesques pierres de sarcène faisait office de barrière acoustique, bloquant les bruits extérieurs et créant une ambiance sonore unique à l'intérieur du cercle. La parole prononcée au centre était parfaitement audible tout autour, mais presque inaudible de l'extérieur. Il en résultait un sentiment d'intimité, l'atmosphère d'un rite sacré. Mais ce n'est pas tout. Le cercle intérieur de Stonehenge est composé de pierres dites bleues. Elles ont été transportées sur des centaines de kilomètres depuis le pays de Galles, un véritable exploit d'ingénierie. Pourquoi ? Des archéologues, en expérimentant avec des pierres similaires provenant de la même carrière, ont fait une découverte étonnante. Lorsqu'on les frappe, elles produisent un son clair, mélodieux et soutenu, comme une cloche ou un gong. Ce sont des lithophones, des pierres chantantes. Imaginez maintenant un rituel à Stonehenge. Le chant monotone des prêtres, amplifié et réfléchi par les gigantesques sarsans. Les frappes rythmiques sur les pierres bleues créent un tintement chatoyant, presque surnaturel. Le son tourbillonne à l'intérieur du cercle de pierre, se reflétant, se mêlant, créant une polyphonie complexe et hypnotique. C'était bien plus qu'une simple cérémonie. C'était un mystère sonore, une symphonie composée pour la pierre, la voix et le ciel. On retrouve des principes similaires dans d'autres mégalithes.
le long et étroit couloir de Newgrange, en Irlande, qui mène à la chambre funéraire, est bien plus qu'un simple passage. C'est un guide d'ondes. Le son d'un tambour ou d'un bourdonnement rituel émis à l'entrée, se réfléchissant sans cesse sur les parois, se propageait dans ce tunnel, s'amplifiant et se déformant. Il atteignait la chambre centrale sous la forme d'un écho tonitruant, précédant ou accompagnant le rayon du solstice d'hiver qui ne pénétrait ici qu'une fois par an. C'était une union du son et de la lumière, un choc acoustique annonçant la renaissance du soleil et la victoire de la vie sur la mort. Même les gigantesques allées de Menhir de Carnac en France avaient peut-être une fonction acoustique. Imaginez une longue procession se déroulant entre des rangées de milliers de pierres verticales. Les pas rythmés, les chants et les tambours créaient un écho complexe et vibrant, un effet de vibration qui évoluait au fil de la procession. Les rangées de pierres contrôlaient et dirigeaient le son, transformant une procession ordinaire en un véritable voyage sonore. Les anciens ne se contentaient pas de construire avec de la pierre. Ils l'écoutaient. Ils trouvaient des pierres qui chantaient. Ils les disposaient pour capter et amplifier leurs échos. Ils créaient des espaces où le son pouvait se détacher de sa source et prendre vie. Pour eux, le son était une manifestation de la force vitale, le souffle de l'univers, le langage par lequel les dieux s'adressaient aux hommes. Les mégalithes étaient leur moyen de s'accorder à cette musique éternelle. Ce n'étaient ni des tombeaux, ni des temples au sens où nous l'entendons. C'étaient des portails, et leur clé résidait dans la fréquence sonore juste, la vibration juste. Aujourd'hui, nous réapprenons à trouver cette clé, et les géants de pierre, silencieux depuis des millénaires, commencent enfin à raconter leurs histoires. Des histoires écrites non pas avec des lettres, mais dans les sons de l'éternité. Musique douce et mystique, évoluant vers un ton plus profond et plus pensif. Nous avons parlé de tombeaux de chefs, de calendriers pour les agriculteurs et de centres de vie communautaires. Nous avons cherché des réponses à la surface, dans le monde concret et tangible, mais si depuis tout ce temps, nous n'avions contemplé que l'ombre projetée par quelque chose d'infiniment plus grand, et si les pierres n'étaient pas de simples repères au sol, mais des instruments en harmonie avec la terre elle-même? La 10e étape de notre voyage nous emmène hors des sentiers battus de l'archéologie, au royaume des savoirs oubliés, où l'énergie tellurique et la géométrie sacrée s'entremêlent. Imaginez notre planète non pas comme une sphère inerte de pierre et de métal, mais comme un organisme vivant et vibrant. Un organisme parcouru d'un réseau invisible de canaux énergétiques, semblables aux méridiens du corps humain ou aux veines qui transportent la force vitale. Les partisans de cette théorie, souvent rejetés par la science officielle, appellent ces flux des courants telluriques ou lignes de Ley. Ce sont des lignes de force invisibles qui encerclent le globe, se croisant en certains points et créant des lieux d'énergie particulières, des nœuds énergétiques. Au début du XXe siècle, l'archéologue amateur britannique Alfred Watkins remarqua que de nombreux monuments antiques, tertres, mégalithes, églises anciennes, s'alignaient en lignes remarquablement droites sur plusieurs kilomètres. Il suggéra qu'il s'agissait d'anciennes routes commerciales. Mais ses partisans allèrent plus loin. Ils virent dans ces lignes quelque chose de plus profond, une carte du système énergétique de la planète. Selon cette hypothèse, les peuples anciens possédaient la capacité de percevoir ces flux. Ils ne se contentaient pas de voir le paysage, ils le ressentaient. Et ils n'ont pas érigé de mégalithes au hasard. Chaque menhir, chaque dolmen,
chaque cromlech était délibérément placé à un endroit où cette énergie terrestre affleurait, se concentrait ou croisait d'autres flux. Les pierres, en particulier celles riches en quartz, pouvaient agir comme de gigantesques résonateurs ou condensateurs. Elles étaient une sorte d'aiguille d'acupuncture pour la planète, capable d'harmoniser, d'amplifier ou de canaliser ses forces naturelles. Pourquoi ? Peut-être pour accroître la fertilité des terres, car ces énergies pouvaient stimuler la croissance des plantes. Peut-être pour la guérison, en créant des espaces à l'énergie bienfaisante et harmonieuse au sein des cercles de pierre. Ou peut-être, pour les plus audacieux, pour modifier leur état de conscience. Un séjour dans un tel lieu de pouvoir, amplifié par des pierres judicieusement placées, pouvait permettre aux prêtres et aux chamans d'accéder à d'autres états de perception, de communiquer avec le monde des esprits ou d'acquérir des connaissances secrètes sur l'univers. Il s'agissait d'une technologie non pas mécanique, mais organique, fondée sur la symbiose avec la planète. Cependant, trouver le point précis ne suffisait pas. Pour que la technologie fonctionne, un plan était nécessaire. Et ce plan, le langage universel de la création, était la géométrie sacrée. Cet enseignement affirme que certaines formes géométriques, proportions et relations sous-tendent toute existence. De la spirale d'une galaxie à la structure cristalline d'un flocon de neige, de la structure de l'ADN aux proportions du corps humain, l'univers, comme le croyaient les anciens, parle le langage des mathématiques. Le cercle, symbole d'éternité et d'unité. Le carré, symbole du monde matériel. La spirale, image du développement et de l'énergie cosmique. Et bien sûr, les constantes universelles telles que pi et le nombre d'or, la divine proportion que l'on retrouve partout dans la nature et l'art. L'étude des plans des grands complexes mégalithiques révèle non pas le chaos, mais un ordre rigoureux. Stonehenge n'est pas un simple cercle, c'est un système complexe de cercles concentriques et de fers à cheval, dont les proportions et les distances entre les éléments obéissent à des lois mathématiques précises. De nombreux chercheurs, comme l'ingénieur écossais Alexander Thom, qui a consacré sa vie à l'étude des mégalithes, ont conclu à l'existence d'un système de mesure unique, le yard mégalithique. Cela signifie que les bâtisseurs d'Écosse, d'Angleterre et de Bretagne, séparés par des centaines de kilomètres et peut-être même des siècles, utilisaient le même étalon, la même matrice sacrée pour leur construction. La géométrie sacrée n'était pas qu'un symbole, c'était un outil. La forme déterminait la fonction. De même que la forme d'un violon détermine sa sonorité et celle d'une lentille sa capacité à focaliser la lumière, la forme géométrique d'une structure mégalithique déterminait son interaction avec l'énergie. Les cercles pouvaient concentrer l'énergie, les spirales la faire tourbillonner et les longues allées de pierre, comme à Karnak, pouvaient servir de guide d'ondes géants dirigeant les courants sur de vastes distances. Ici, deux mystères se rejoignent en un concept grandiose. Le savoir perdu des anciens était bien plus que le simple art de transporter des pierres. C'était une science holistique de l'harmonie, unissant astronomie, géologie et pratiques spirituelles. Les bâtisseurs antiques identifiaient les lieux de pouvoir grâce à leur sensibilité aux énergies terrestres, puis, à l'aide de la géométrie sacrée et de calculs astronomiques, ils créaient un circuit de résonance de pierre à cet endroit. La structure s'activait certains jours de l'année, lorsque les rayons du soleil ou de la lune atteignaient l'angle parfait, activant et modulant les flux d'énergie terrestre. C'était une synthèse de science et de magie que
que nous pouvons à peine concevoir aujourd'hui. Ils n'ont pas construit de machines en métal, ils ont transformé le paysage lui-même, la planète elle-même, en un mécanisme vivant et fonctionnel. Un mécanisme pour se connecter au cosmos, pour maintenir l'équilibre de la nature, pour transformer l'esprit humain. Bien sûr, ces idées relèvent de la pure spéculation. Les instruments modernes ne peuvent détecter les lignes de Ley et les sceptiques considèrent ces configurations géométriques comme de simples coïncidences. Mais pouvons-nous, forts de notre civilisation technologique, affirmer avec certitude comprendre le monde mieux que ceux qui vivaient en parfaite harmonie avec lui? Peut-être avons-nous simplement perdu cette sensibilité, ce sens de la perception, qui leur était aussi naturel que la vue ou l'ouïe. Le mystère des mégalithes ne réside peut-être pas dans les pierres elles-mêmes, mais dans notre propre perception. Ils se dressent comme des gardiens silencieux aux frontières du monde connu, témoins d'une époque où l'homme ne dominait pas la nature, mais l'écoutait et communiquait avec elle dans le langage des étoiles et des pierres. Ils sont l'héritage d'un paradigme disparu où l'univers n'était pas matière inanimée, mais un tout vivant, intelligent et harmonieux. Et s'ils détenaient véritablement les clés du contrôle de l'énergie, qui étaient donc ceux qui les maniaient? D'où leur venait ce savoir extraordinaire? Pendant des millénaires, les mégalithes sont restés silencieux. Des générations d'explorateurs, armés seulement d'une pelle, d'un pinceau et de leur intuition, n'ont pu que spéculer, scrutant les faces de pierres immobiles. Ils étaient les chroniqueurs du silence, les interprètes du silence. Mais à l'aube du nouveau millénaire, tout a basculé. Nous avons appris à entendre les voix emprisonnées dans la pierre et la terre. Nous avons acquis des outils capables de transformer le silence du passé en un chœur assourdissant de découvertes. C'est l'ère où la technologie est devenue notre fenêtre sur un monde perdu. Imaginez l'immensité du champ qui entoure Stonehenge. Pendant des siècles, nous avons cru connaître ce paysage. Et si nous regardions plus loin? Et si nous pouvions contraindre la Terre elle-même à nous révéler son histoire sans avoir à creuser? C'est précisément le rôle de la géophysique. Les faisceaux radars, tels des doigts invisibles, pénètrent le sol et sondent les contours d'anciens fossés, trous de poteaux et fondations de bâtiments oubliés. Les magnétomètres détectent de subtiles anomalies du champ magnétique terrestre, vestiges d'anciens foyers et ateliers. Ainsi, à quelques kilomètres de Stonehenge, sous les murs de Durrington, eut lieu l'une des plus grandes découvertes. Caché sous une couche de terre, sommeillait le gigantesque frère cadet du célèbre Cromlech, une structure colossale composée de centaines de pierres ou de piliers énormes, formant une arène d'un demi-kilomètre de diamètre, un Superhenge, invisible à l'œil nu mais parfaitement visible sur les écrans d'ordinateur. La technologie révéla que Stonehenge n'était pas un géant solitaire, mais simplement une partie d'un vaste complexe cérémoniel, un territoire entier de rituels s'étendant sur des kilomètres. La Terre parla, et son histoire changea tout. À présent, prenons de la hauteur. Un faisceau laser, scrutant le paysage à vol d'oiseau, lève le voile du temps qui recouvre forêts et champs. La technologie LIDAR permet de sonder sous la cime des arbres et de supprimer toute végétation d'une carte numérique, révélant ainsi la véritable topographie. Devant nous émergent alors les traces fantomatiques du passé. Des sentiers envahis par la végétation, empruntés il y a des millénaires pour transporter des pierres vers les sanctuaires. Les contours d'anciens champs qui nourrissaient les bâtisseurs. Des tumulus à peine visibles, depuis longtemps fondus dans le paysage. Nous ne voyons pas seulement des monuments isolés,
Mais toute l'infrastructure du monde antique, ses routes, son économie, sa géographie sacrée. Ce n'est pas une carte de pierre morte, c'est le plan d'une civilisation vivante et vibrante. Mais que peuvent nous révéler les pierres elles-mêmes ? Nous sommes habitués à voir leur surface brute et érodée. Or, la numérisation 3D crée des jumeaux numériques d'une précision micrométrique, nous permettant de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Les marques d'outils à peine perceptibles, laissées par un ciseau de cuivre ou un marteau de pierre, deviennent la signature unique du maître tailleur. Nous pouvons retracer précisément le processus de fabrication de ces blocs de plusieurs tonnes, les techniques utilisées et le temps nécessaire. Nous découvrons même des dessins et des symboles effacés par l'érosion, préservés sous forme d'indentations microscopiques à la surface. Chaque mégalithe acquiert sa propre biographie numérique, sa propre empreinte digitale. Et voici le plus étonnant. Et si les bâtisseurs des mégalithes maîtrisaient non seulement la pierre, mais aussi le son ? L'archéoacoustique, une discipline nouvelle, presque fantastique, étudie l'interaction des structures anciennes avec le son. Munis de microphones ultrasensibles, des chercheurs pénètrent dans les chambres funéraires de Newgrange ou les couloirs des hypogées maltais. Et ils y découvrent un miracle. Ces chambres se révèlent être de parfaits résonateurs. Une voix masculine chantant à une certaine fréquence grave provoque des vibrations ressenties dans tout le corps. Le son d'un tambour rebondit sans cesse sur les murs, créant un rythme complexe et hypnotique capable d'induire un état de conscience modifié. Et si ces pierres n'étaient pas de simples murs, mais des résonateurs, des instruments en harmonie avec l'univers lui-même? Peut-être que la fonction première de ces temples n'était pas ce que les yeux voyaient, mais ce que les oreilles entendaient et que l'âme ressentait. Mais les plus grandes voix du passé n'appartiennent pas aux pierres, mais aux hommes eux-mêmes. Et aujourd'hui, grâce à la bioarchéologie, nous avons appris à les écouter. Chaque os, chaque dent est un témoin silencieux, transformé en une archive inestimable. L'analyse isotopique du strontium et de l'oxygène dans l'émail des dents peut révéler où une personne a passé son enfance. L'émail se forme à l'adolescence et, tel un échantillon géologique, il absorbe la composition chimique de l'eau et des aliments d'un lieu donné. Ainsi, nous avons découvert l'histoire de l'Archer d'Amesbury, enterré près de Stonehenge. L'analyse a révélé qu'il avait passé son enfance dans les Alpes, dans ce qui est aujourd'hui la Suisse ou l'Allemagne. Immigrant et voyageur, il apporta avec lui dans les îles britanniques non seulement les premières techniques de travail des métaux, mais aussi des idées nouvelles. Les mégalithes n'ont pas été construits par des tribus isolées, mais par une société intégrée à un vaste réseau de contacts pan-européens. L'analyse de l'ADN ancien est allée encore plus loin, nous permettant de plonger au cœur des archives familiales de l'âge de pierre. Nous avons ainsi découvert que le célèbre tombeau de Newgrange contenait la dépouille d'un homme né de l'union de deux proches parents, probablement un frère et une sœur. Ceci suggère l'existence d'une dynastie d'élite pratiquant l'inceste pour préserver la pureté de sa lignée, à l'instar des pharaons égyptiens. L'ADN nous renseigne également sur les vagues de migration, sur la manière dont les agriculteurs venus du continent ont remplacé les chasseurs-cueilleurs autochtones, apportant avec eux non seulement des céréales, mais aussi l'idée même de construire en pierre. La technologie ne nous a pas seulement apporté de nouvelles connaissances, elle a fait voler en éclats l'image du sauvage primitif. Nous sommes désormais confrontés à un monde complexe et dynamique, peuplé d'ingénieurs, d'astronomes, d'artistes, d'explorateurs et de mystiques.
Un monde où l'humanité a cartographié les étoiles, conçu des résonateurs acoustiques et bâti des réseaux sociaux à l'échelle continentale. Les voix du passé, amplifiées par la technologie moderne, ne murmurent plus. Elles résonnent avec force. Et maintenant que nous avons appris à les distinguer, nous pouvons enfin les assembler en un récit cohérent et tenter de percer le mystère ultime. Non pas comment ils ont construit, mais pourquoi. Nous voici au terme de notre long voyage. Nous avons suivi les traces des bâtisseurs antiques, des vents glacés des Orcades au soleil brûlant d'Anatolie. Nous nous sommes tenus à l'ombre des géants de Stonehenge, avons erré dans les labyrinthes de pierre de Karnak et touché les sculptures de Göbekli Tepe, antérieures à l'idée même de civilisation. Nous avons pesé des théories comme des pierres entre nos mains, tombeaux, temples, observatoires, projets sociaux, symboles de pouvoir. Chacune n'a levé qu'un fragment du voile, aucune ne pouvant saisir toute l'immensité du dessin. Et nous voici donc, au terme de ce voyage, face à l'ultime question. Pourquoi, après des millénaires, ces pierres silencieuses continuent-elles de nous parler? Leur message n'est pas fait de mots gravés sur une surface. Leur langage est celui de l'éternité. C'est le langage de la masse, du poids, d'un effort humain incroyable défiant l'entropie et l'oubli. Dans un monde où tout s'effondre, où les empires s'écroulent et où les langues meurent, ces pierres se dressent. Elles sont l'incarnation physique de l'impulsion humaine la plus tenace, le désir de laisser une trace, le désir de crier par-delà l'abîme du temps. Nous étions là, nous avons vécu, nous avons ressenti, nous avons cru. Imaginez un monde sans écriture, sans histoire telle que nous la connaissons. Un monde où la mémoire collective se résume à une fragile chaîne de traditions orales, transmise de génération en génération autour du feu. Dans un tel monde, le seul moyen de préserver l'éternité d'une chose est de la confier à la pierre. Un mégalithe est plus qu'une simple structure. C'est la première tentative de l'humanité de créer des archives éternelles. Chaque alignement de pierre à Karnak est peut-être un chapitre d'une chronique de pierres perdues. Chaque dolmen n'est pas qu'une tombe, mais la demeure d'un esprit destiné à vivre éternellement. Chaque arche de Stonehenge, captant les rayons du soleil au solstice, est une page d'un calendrier non écrit, garantissant que le monde ne basculera pas sur son axe, que le printemps reviendra. Ils n'ont pas érigé de monuments au passé. Ils ont bâti des machines pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui les a poussés à de tels sacrifices? Qu'est-ce qui a motivé des milliers d'hommes qui, pendant des centaines, voire des milliers d'années, de génération en génération, ont transporté des blocs de plusieurs tonnes, les plaçant avec une précision inimaginable, armés uniquement de cordes, de leviers et d'une volonté indomptable? La réponse est plus profonde qu'une simple nécessité pratique. Elle réside au cœur même de la conscience humaine. Ces peuples furent d'où les premiers à comprendre pleinement leur place dans l'univers. Ils percevaient le ciel nocturne comme bien plus qu'un simple motif esthétique. Ils y voyaient un ordre, des cycles, une grande mécanique céleste régissant leur vie. La lune contrôlait les marées, le soleil les saisons. Et dans ce cosmos immense et indifférent, ils cherchaient leur place. En érigeant des mégalithes et en les alignant sur les étoiles et le soleil, ils ne se contentaient pas d'observer le cosmos, ils engageaient un dialogue avec lui. Ils intégraient leur petite vie terrestre au grand ordre céleste. Un cercle de pierre n'était pas qu'un calendrier, c'était le reflet terrestre du ciel, un lieu de rencontre entre le monde des dieux et celui des humains. C'était la première architecture porteuse de sens.
une tentative de bâtir un pont entre la fragile existence humaine et le mouvement éternel de l'univers. Aujourd'hui, nous venons contempler ces pierres en touristes, en scientifiques, en ésotéristes. Nous les photographions, les mesurons, méditons à leur côté. Mais que cherchons-nous vraiment? L'authenticité. Dans notre monde numérique et éphémère, où l'information apparaît et disparaît en un instant, où tout est virtuel et immatériel, ces pierres sont des ancrages dans la réalité. Elles nous rappellent silencieusement qu'il existe des choses qui durent plus longtemps que la vie humaine, plus longtemps que la mémoire, plus longtemps que les civilisations. En touchant la surface rugueuse d'un mégalithe, réchauffé par le soleil ou lavé par la pluie, nous touchons les mains d'une personne ayant vécu il y a 6000 ans. Nous sentons la même pierre froide, nous voyons le même soleil que lui. L'espace d'un instant, l'abîme du temps s'efface. Les mégalithes sont un miroir. En les contemplant, nous voyons non seulement un passé lointain, mais aussi nous-mêmes. Nous y voyons notre désir d'ordre au sein du chaos, notre besoin de communauté, notre conviction que nos vies ont un sens qui dépasse leurs limites biologiques. Nous y voyons notre capacité à déployer des efforts collectifs extraordinaires pour atteindre un but commun. À une époque marquée par l'individualisme et la désunion, ces pierres proclament la force de l'unité, ce qu'une société unie par une foi et un idéal partagé peut accomplir. Le mystère des mégalithes restera peut-être à jamais irrésolu. Nous pouvons déchiffrer leur code astronomique, analyser la composition de la pierre et exhumer des fausses rituels, mais nous ne pourrons jamais pleinement ressentir ce qu'ont éprouvé leurs créateurs. Nous ne pourrons jamais percevoir la vénération sacrée, la peur et l'espoir qui emplissaient leur cœur lorsqu'ils ont posé la dernière pierre, bouclant ainsi le cercle. Mais c'est peut-être là leur héritage le plus précieux. Ils ne nous offrent pas de réponses toutes faites. Ils posent des questions éternelles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre place sous les étoiles? Ils constituent une pause bienvenue dans le tumulte de l'histoire, un moment de silence où nous pouvons nous arrêter et réfléchir. Ils nous invitent à dialoguer avec nos ancêtres les plus lointains et avec nous-mêmes. Les pierres ne sont pas mortes. Elles continuent de vibrer de l'énergie des milliers de mains qui les ont portées et des milliers de regards qui les ont contemplées avec espoir. Elles ont absorbé la fumée des feux rituels, entendu des chants et des prières, été témoins de naissance et de mort. Elles sont les gardiennes de la mémoire humaine la plus profonde. Et tant qu'un seul mégalithe se dressera sur cette planète, le dialogue entre notre monde et ce monde de pierres antiques ne sera pas interrompu. Il nous suffit d'apprendre à écouter le silence,